Les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est dans la vallée du Cocora ici en Colombie, c'est la vallée du café. Regardez, c'est magnifique, ça c'est notre jardin. Donc c'est super, on a un jacuzzi, là, le truc bleu que vous voyez derrière moi. C'est pas une piscine, c'est un jacuzzi. On va passer les 3 prochains jours ici, donc on va bien profiter. On va aller visiter un endroit thermal, alors je sais pas exactement comment on dit, des bains chauds, ça va être super stylé, naturel. On va aller visiter un endroit où on fait du café, on va aller visiter une famille et une ferme. Là cet après-midi, on va aller dans la vallée où il y a les plus grands palmiers du monde. Vous avez partie des plus grands palmiers du monde, ils sont super hauts. Bref, ça va être super cool. Je suis avec mon pote Lorenzo, ça va être épique. Venez avec moi, c'est parti. Yes, donc non, on parlait de qu'est-ce que la coachabilité et finalement un peu qu'est-ce que l'indice d'enseignabilité. Et ma vision des choses, mon spectre à moi, c'est que la coachabilité, c'est ta capacité à ressentir et à reconnaître que quelqu'un a une information en sa possession que toi tu n'as pas, une information qui va te permettre d'atteindre tel objectif, de réaliser telle chose. Et en fait, ça va être ta capacité de mettre ton ego de côté, tes croyances de côté, en fait tous tes blocages, tous les oui mais de côté pour absorber 100% de l'information et justement pour la dupliquer le mieux possible. Ça pour moi c'est la coachabilité. C'est ta manière justement d'absorber littéralement l'information de ton mentor ou de la personne qui a quelque chose à t'apprendre. Donc yes. Bon les gars, on est arrivé à Salento, donc c'est la vallée del Cocora. Vous allez voir, c'est magnifique. Bon, il s'est passé une grosse dinguerie. En fait, on est arrivé. On a vite voulu trouver un restaurant parce qu'on est arrivé un peu en retard parce que ce matin je bossais, j'avais les élèves de l'université à coacher, j'avais 2-3 réunions, etc. Donc on est arrivé un peu tard. Et on est allé dans un restaurant et en fait ils nous ont jamais servi. Genre on a attendu 1 heure et on n'a jamais mangé ce qu'on avait commandé, donc on est parti. Donc là on est un peu en retard, mais regardez comment c'est magnifique. Regardez ça. Bon alors, aujourd'hui il fait pas super beau mais c'est pas grave, je trouve ça encore plus stylé, la brume comme ça dans les palmiers. Je sais pas si vous les voyez là-bas, regardez dans toute la montée, je sais pas si vous voyez là, hop, au fond là-bas, bon, vous verrez après de toute façon, il y a des gigantesques palmiers et c'est super stylé. On parlait avec Lolo de voyager, de faire les touristes et tout. Là, vous voyez, on est dans un endroit très touristique. En fait, c'est vrai que ça ne nous excite pas énormément de beaucoup bouger, de faire les touristes, etc. C'est vrai que quand on revient comme ça de pays très différents de la France ou enfin de l'Europe quoi, en général, on a souvent de la famille qui nous dit est-ce que tu as voyagé, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela, etc. Mais en fait, vu qu'on a la liberté quasiment toute l'année, toute l'année littéralement de pouvoir voyager, mais en fait c'est compliqué de tout le temps faire les touristes, tu vois. Donc là on est là, c'est vraiment très stylé comme endroit, c'est magnifique. Mais on n'est pas non plus époustouflé parce qu'on a tellement l'habitude en fait si tu veux d'être nomade et de tout le temps avoir la tête à droite à gauche que qu'en fait parfois on aime bien juste se poser, tu vois. Là depuis tout à l'heure on est juste en mode putain on se languit de se poser et de pas bouger justement. Donc très marrant. Yes, globalement je partage complètement ton point de vue. Je suis pas non plus fan de... C'est marrant parce qu'on me pose souvent la question, ouais, est-ce que tu voyages beaucoup? Est-ce que tu vas dans beaucoup de pays, tu visites beaucoup d'endroits? Alors oui, je voyage beaucoup, je pars quasiment 1 fois tous les mois, mais c'est tout le temps presque dans les mêmes endroits. Pourquoi? Parce que je préfère capitaliser dans des endroits où je me sens bien, où je me sens productif, où je me sens créatif. Parce que les gars, il ne faut pas oublier qu'on a un business et vous qui regardez cette vidéo, c'est certainement pareil. Donc pour moi, c'est important de voyager, ok, de sortir de son environnement de base, ok, mais d'être dans les endroits où tu peux avoir ta stabilité, en fait, de réussir à créer une routine dans un endroit qui va être plus exaltant, qui va te procurer plus d'émotions, plus passionnant. Et voilà, mais je trouve que le fait de bouger, de voyager, de visiter, etc., mon avis à moi, c'est que c'est un peu broke. Parce que genre là ouais on a pris la route, 2 heures de route. Oui c'est cool, l'endroit est cool, ok on va faire 2-3 stories Insta, c'est chouette, mais ça me procure pas beaucoup d'émotions parce qu'en fait on est dans un mouvement et on est un peu dans la course de découvrir le prochain endroit. Tandis que quand tu es en mode ok je trouve un endroit dans lequel je me sens bien, je me pose là, j'arrive à bien taf, j'arrive à être bien productif, à être bien créatif, à être très compétent là-bas, pour moi c'est ça vraiment la beauté du voyage. C'est propre à moi mais je pense que pour les gens qui ont un business c'est important de réussir à créer une routine en fait dans un endroit où vous vous sentez bien. Et le fait de tout le temps bouger, tout le temps visiter, vous ne savez pas trop le faire. En tout cas, c'est mon point de vue. Ok les gars, je viens d'avoir une information cruciale. Il y a un monsieur qui nous a expliqué un peu l'histoire de ces palmiers géants qu'on voit tout au fond et que vous avez vu tout à l'heure. Et qu'on voit encore là devant nous. Ces palmiers vont jusqu'à 80 mètres de haut, ce qui est complètement fou. C'est quasiment la taille d'un stade de foot, littéralement, en termes de hauteur. Alors pas autant, mais quasiment. 80 mètres de haut, on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement haut. C'est la taille d'un immeuble, littéralement.
Et c'est des arbres qui ont 200 ans les plus hauts. Ils ont 200 ans, donc ça veut dire qu'un palmier comme ça qui fait 30-40 mètres, il a minimum genre 120 ans, quoi. Ce qui est assez crazy. Les gars, du côté de la sphère closing, il s'est passé une grosse dinguerie aujourd'hui. J'ai un élève qui s'appelle Maxime à moi, qui est sur le challenge de Yomi Denzel. Et écoutez le vocal, le fou qu'il m'a envoyé tout à l'heure. Écoutez ce qui s'est passé dans un de ses appels. Brother, j'espère que tu vas bien. Frérot, je viens de faire un truc de dingue. Je viens d'appliquer tes putains de conseils. Je viens de closer un mec à 3K sans le pitcher. Je l'ai tellement roulé dans la farine, je l'ai tellement engagé comme un fou, le mec, que je l'ai même pas pitché. Genre, on a discuté 45 minutes. Le gars, il m'a dit, c'est bon, je veux le faire. Let's go. Envoie-moi le lien, je paye. Je lui ai même pas expliqué l'offre. Il a payé direct, genre, c'est lunaire. Complètement lunaire ce qui s'est passé pour Max. Il était en plein challenge pour Yomi Denzel et il a eu une conversation tellement sans bullshit et en profondeur avec son prospect que le gars il lui a dit écoute, où est-ce qu'on paye? T'as raison, let's go, je vais changer ma vie, c'est maintenant. Et il n'a même pas eu besoin de le pitcher. 3K pif pour Maxime, c'est un de ses premiers appels du challenge, parce que le challenge vient de commencer aujourd'hui. Ça s'annonce bien pour lui. Et vous savez, le plus important dans ce qui vient de se passer pour Maxime, c'est que maintenant son niveau de conscience sait que c'est possible de faire ça et il vient d'avoir lui-même une révélation. C'est-à-dire que Maxime a fait une révélation dans l'appel pour son prospect. C'est-à-dire qu'il a révélé à son prospect quel était le vrai problème qui le bloquait. Donc son prospect s'est complètement éveillé en mode « Ouais, mais c'est une dinguerie, en fait, c'est ça qui me bloque. » Et maintenant, c'est à son tour Maxime qui vit ça pour une des premières fois. Parce que je vous dis, ça fait même pas 60 jours qu'il est dans le programme. Et donc maintenant, c'est Maxime qui vit cette révélation pour lui en mode « Waouh, en fait, c'est possible d'avoir autant d'impact dans un appel pour mes prospects. Maintenant que je l'ai fait une fois, ben, je vais juste tout faire pour le refaire à chaque appel. » Donc voilà, je suis trop content pour lui, c'est vraiment complètement fou. Ça va l'adrénaline, ça se passe bien. Un peu à la caméra ce que la dinguerie qu'on vient de faire ou pas, gros? Bah, je te laisse expliquer. Frérot, vaut mieux pas expliquer, bro, c'est tout sauf légal ce qu'on vient de faire. Je me suis jamais autant senti dans la Fast and Furious. Les gars, il y a une règle simple, c'est dans la vie, si tu roules avec Dieu, et si t'as vraiment la foi et que tu roules avec Dieu, tout va bien se passer. C'est la seule règle à savoir. C'est, d'ailleurs dans la Bible il le dit, c'est marche avec la foi et non avec la vue. Parce que quand tu marches avec la vue, ça veut dire que tu es concentré dans le comment. Tu es concentré dans ah, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il y a un risque que ça se passe mal? Est-ce qu'il y a un risque de faire un accident? Tu es dans le comment en fait, tu es dans ok, comment mon trajet va se passer. Tandis que quand tu marches avec la foi, c'est en mode ok, je sais que Dieu est avec moi, je sais que des forces supérieures sont avec moi pour me protéger et donc je sais que tout va bien se passer. Règle de base. Et comment on va marcher avec la foi, tout se passe toujours bien. Lolo, qu'est-ce que tu dirais aux petits jeunes qui se lancent dans le closing, ou même des moins jeunes, j'ai des clients de 55 ans et plus, qui parfois n'ont pas confiance en eux dans le fait de se lancer, ils n'ont pas confiance qu'ils vont être à la hauteur, ou ils ont peur d'être jugés par des personnes qui sont meilleures qu'eux, etc. Qu'est-ce que tu leur dis à ceux-là? Si vous pensez que vous n'avez pas confiance, sachez que vous avez raison. Parce que vous pensiez que ce soit une vérité ou vous pensiez que ce soit quelque chose de faux, c'est le fait de le penser qui fait que ce soit la vérité. Ok? Donc, première chose à faire, c'est régler ça en fait. Travailler là-dessus, accepter qu'aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, accepter que c'est une vérité. Si vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aurez pas confiance en vous. En fait, les gars, le closing, c'est quoi? C'est montrer à la personne qu'elle doit avoir suffisamment confiance en elle pour passer à l'action. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça pour vous, bah ne closez pas en fait. Et plutôt que de vous concentrer sur le fait de closer, concentrez-vous sur le fait de vous closer pour avoir confiance en vous. Et une fois que ça se sera fait, vous pourrez commencer à closer. Exact, et ce que j'ajouterais, c'est que tu dois croire dur comme fer que tu es la bonne personne et que tu as confiance en toi et que tu es the man. Il y a zéro downside à partir du principe que tu es une machine. Tu vois, il n'y a pas de downside, il n'y a pas de mauvaises conséquences, il n'y a que des conséquences positives. Donc tu dois partir du principe, je suis la bonne personne. Je suis la bonne personne pour réussir et je suis une personne successful en fait, tout simplement, tu dois y croire dur comme fer. Regardez les gars, on est dans un restaurant du coup qui roule, le restaurant est très sympa. La plateforme là, que vous voyez sur ma droite, ici, là où j'ai mon pied, hop, ça tourne. Regardez le parquet, enfin le carrelage. Regardez mon pied, il avance. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire le tour de la capsule et voir le tour de la ville. Donc c'est assez marrant comme concept, j'ai jamais fait ça. Très, très marrant. Vous voyez, donc il y a la ville dehors et puis la plateforme sur laquelle se trouve le restaurant, ou du moins les chaises et les tables tournent. Donc très marrant comme concept. Ok les gars, on est dans un très bon resto. Donc là en entrée on a pris du poulpe. Ici on a des huîtres. C'est ça, ouais, des huîtres. Ici on a Plateau ici, frérot. on a de la viande avec du bacon,
Lorenzo a pris aussi du poulpe et voilà, viande bacon. Bref, c'est très très bon ici, on mange du très bon poulpe. Bon les gars, c'est du très très grand Mendez là, ce qui est en train de se passer. On s'est régalé là lors de l'entrée, c'était vraiment incroyable. Regardez les plats. Là on est sur, je ne sais même pas ce que c'est, ça va juste être très bon. Moi c'est du bœuf bourguignon. Ici on a des pâtes au camarón, donc c'est des crevettes avec des moules. Lolo, il a pris une très belle viande aussi. Il a pris aussi je sais pas ce qu'il y a, des patates là-bas. Bref, bon app, très très bon resto. Alors aujourd'hui guys, on est le jour 2 et on s'est déplacé jusqu'à ces belles cascades. La buée que vous voyez, ce sont des thermes et en fait, il y a des piscines chauffée. Alors j'ai pas tout compris si l'eau de base est chauffée, si en partie chauffée par la montagne et tout, j'ai pas encore tout compris. Mais en tout cas ici l'eau que vous voyez en bas des piscines c'est très chaud. C'est vraiment, l'eau est quasiment pas bouillante mais elle est à facilement 40 degrés. Et l'eau là-bas des cascades c'est beaucoup plus froid mais c'est pas non plus super froid. Donc c'est quasiment air ambiant quoi. Et donc voilà, on va profiter de tout ça aujourd'hui, ça va être super cool. Alors c'était une expérience assez cool de pouvoir vivre ça là dans ce temps, parce que je ne sais pas si vous voyez mais il fait très mauvais, il pleut et j'ai vraiment l'impression qu'on est dans King Kong. Il y a la jungle, il y a les cascades, donc on s'est baigné pendant 2 heures plus ou moins, c'était très cool. Avec Lolo on a bien profité et puis voilà, ça change un petit peu des spas où tu es vraiment tout seul et tout. Là il y a un peu plus de monde, c'est la Colombie bien profonde dès qu'on est arrivé et qu'on a vu les piscines qui était pleine de petits Colombiens. On s'est dit, oula, est-ce qu'on va se mettre dedans? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants et tout. On ne sait pas si l'eau était très propre, mais finalement, c'est très bien passé. On y est allé. On a passé un bon moment à discuter dans ces eaux très chaudes colombiennes. J'en profite pour vous parler d'un truc assez marrant là, qu'on ressent en ce moment avec Lolo. Cette semaine, on fait beaucoup les touristes. Depuis maintenant, moi 3 semaines, je suis un peu le touriste. On l'a vraiment fait depuis la semaine dernière là. Et ça nous fatigue avec Lolo parce que c'est très compliqué en fait d'être digital nomade, donc de toute la journée devoir gérer des problèmes, devoir un peu bosser, etc. Enfin un peu, voire parfois beaucoup. Et aussi faire le touriste, tu vois, parce qu'en fait on aime tellement ce qu'on fait que parfois on aimerait juste rien faire en fait. Être dans notre Airbnb ou dans notre maison ou l'hôtel ou peu importe et juste profiter, manger, travailler et juste aimer ce qu'on fait parce qu'on adore ce qu'on fait. Et donc il y a vraiment une espèce de paradoxe entre les gens, on va dire normaux, qui partent en vacances pour à 2000% profiter, s'en mettre plein la tronche, manger comme des cochons, etc. Et nous qui voyageons, mais en mode digital nomade, en mode je voyage, mais je travaille aussi. Et c'est pas du tout la même énergie, c'est vrai que c'est pas facile parfois d'accorder les deux. Et là aujourd'hui, avec Lorenzo, on le ressent vraiment quoi. D'ailleurs, on était vraiment en mode putain mec, j'en ai marre de voyager, j'en ai marre d'être touriste en fait. Pourquoi? Parce que c'est assez fatigant et c'est difficile aussi de tout faire à la fois, tu vois. C'est difficile de voyager, voir des paysages, prendre la voiture, louer une voiture, louer des hôtels, faire ceci, faire cela, faire vraiment le touriste. Et à côté de ça, devoir résoudre des problèmes, devoir avancer, etc. Donc toi, si tu regardes cette vidéo, que tu n'as pas encore de business, que tu n'es pas encore vraiment libre avec ton activité, etc. L'idéal, c'est pas vraiment de bouger beaucoup, tu vois. C'est vraiment de choisir un spot qui te plaît à l'étranger. Ici, on est en Colombie, tu es dans plein de pays, mais je ne te conseille pas forcément de rester qu'en Europe, tu vois, du moins qu'en France. Mais choisir un endroit qui te plaît et juste construire, tu vois. Construire depuis cet endroit. Parce que bouger tout en essayant de scaler une activité ou quoi, c'est vraiment très dur. Parce que faire le touriste, donc dépenser de l'énergie, investir de l'énergie pour faire le touriste et dépenser de l'énergie pour scaler son business ou changer sa vie, bah c'est pas facile. C'est vraiment difficile de faire les deux. Hello guys, on est le jour 3, on vient d'arriver dans une plantation de café. Donc ici à Pereira, dans la région de Salento, c'est très connu pour le café. Il y a énormément de plantations de café, d'ailleurs devant la maison, là où on a notre Airbnb, c'est du café, ce sont des plantations de café. Et là donc on a fait 1 heure de route pour venir dans cette nature, on est vraiment perdu, on a fait 15 minutes à côté de la route, 15 minutes de chemin en terre pour venir ici, donc c'est très perdu. Il y a une magnifique vue, regardez, je vais vous montrer, très belle vue là-bas sur... Alors là-bas c'est des arbres, c'est pas forcément du café. Le café il est là derrière nous. Vous allez voir juste après, je vais vous filmer tout ça. Et donc on va découvrir voilà, comment est-ce qu'ils font le café, comment est-ce qu'ils le ramassent. On va déguster du café colombien, ça va être super cool. Allez, à de suite.
On arrive, on va démarrer le tour. Alors vous voyez ce genre de maison, c'est des maisons en fait paysannes, on peut appeler ça. On appelle ça ici des fincas. En fait c'est des fermes. C'est des fermes dans lesquelles à l'époque il y avait des animaux. Bon, il y en a encore aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment la ferme, le mas. En France on appelle ça un mas, une ferme. Ici c'est les fincas, donc c'est des belles maisons de campagne. Du coup les gars, on est en pleine récupération de café là, c'est assez marrant, on fait un petit exercice, on doit aller récolter du café, du bon café qui est rouge ou vert, ou jaune en tout cas. C'est très marrant, on est dans les champs là, et donc il expliquait, notre guide, que la plupart des gens boivent du mauvais café parce qu'en fait il y a une maladie dans les arbres à café qui fait qu'il y a une bestiole qui mange l'intérieur des graines en fait de café, et en fait les compagnies de café ne s'amusent pas à jeter ces mauvaises graines, ils les gardent et ils les vendent aux plus grosses compagnies de café. Donc en fait il y a de fortes probabilités que le café que tu bois plus ou moins tous les jours, ça soit un café qui est presque laxatif, ou du moins qui n'est pas super bon vraiment pour la santé, parce qu'en fait il n'y a plus vraiment la graine de café entière à l'intérieur. Tout ce qui est bon a été enlevé par cette bestiole, cette maladie, et les grosses compagnies de café qu'on connaît tous, je ne vais pas citer des noms parce que je ne suis même pas certain que ça soit le cas pour eux, mais les grosses compagnies de café, que ce soit dans les aires d'autoroute, dans les hôtels, que tu vas acheter en supermarché, etc., en fait, ils achètent ces graines de café qui sont moins chères puisqu'elles sont bouffées de l'intérieur, quoi. Donc voilà. Donc, du coup, la question, c'est comment savoir si c'est une bonne graine de café et un truc qui est bon pour la santé, qui est du vrai café. Eh bien, il nous a expliqué que l'important, c'est de regarder l'origine et la traçabilité. En fait, il faut regarder si tu sais exactement quel type de café c'est, où est-ce qu'il a été cultivé, quelle est la ferme qui l'a cultivé, la personne qui s'en est chargée, etc. Si tu as ces informations-là, en général, c'est que c'est du vrai café, c'est que c'est du café qui a été acheté au bon endroit, de bonne qualité, etc. Mais si tu n'as aucune traçabilité, il dit ça c'est d'office des fèves qui ont été, je ne sais même pas si on appelle ça des fèves, mais qui ont été bouffées, qui sont malades et avec lesquelles ils font leur café, quoi. Bon, on galère un peu à en trouver parce que regardez, ces fèves-là, hop, que vous voyez ici, tac, elles sont pas mûres. Donc malheureusement, on ne peut pas les récupérer. Ici, il y en a plein aussi, mais vous voyez, on ne peut pas récupérer parce que c'est encore beaucoup trop vert. Et la fève doit être rouge ou jaune. En fait, il nous a expliqué, il y a 95% des cafés dans le monde sont rouges lorsqu'ils sont mûrs. Et il y en a 5% qui sont jaunes, jaunes. Donc voilà, en général tu vas ramasser du café rouge, mais là il y en a très très peu puisque c'est un endroit où les gens viennent, comme nous les touristes viennent ramasser pour s'exercer, pour rigoler un petit coup. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et il nous dit également que les gens qui ramassent le café sont très mal payés parce qu'ils sont payés au kilo. Ils sont payés genre 50 centimes le kilo, enfin c'est aberrant. Et sauf dans les saisons où il y a énormément de café, là ils peuvent ramasser jusqu'à apparemment 100, 200, 300 kilos. Donc là ils font des journées à plusieurs centaines d'euros, mais il dit que ça dure qu'un seul mois de l'année, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul mois de l'année où ils gagnent bien leur vie, donc c'est compliqué, quoi. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait du café? Donc une fois qu'ils ont les fèves qui ont été récoltées, comme j'ai expliqué, il y en a la plupart sont parfois, elles sont vides parce qu'elles ont été abîmées à cause d'une maladie, à cause d'une bestiole. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent toutes dans de l'eau, et celles qui remontent à la surface sont les mauvaises. Et les mauvaises, ils les envoient aux compagnies de café qui sont les plus grosses et qui vendent du café pas super bon, enfin pas le meilleur café du monde, quoi. Ici, dans cette ferme dans laquelle on est, ils vendent un des meilleurs cafés du monde. Et c'est bon, il nous a dit ça comme ça parce que c'est sa ferme, il travaille dedans, mais c'est vrai en réalité. Donc les fèves en fait qui restent en bas, au fond de l'eau, celles-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils les gardent ici, à la finca, et ils en font de l'excellent café. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils font avec ces très bonnes fèves? Elles passent dans un processus un peu complexe pour les réchauffer, leur donner du goût, etc. Donc le process est un petit peu complexe, ils les chauffent, ils mettent un peu de goût dedans, ils font plein de trucs pour que ça soit super bon. Et ensuite, comme vous avez vu, il y a la machine qui vient les brûler, et ensuite vous avez vu le café sortir de la machine, et à ce moment-là, en fait, il est refroidi pour être prêt à être dégusté, en fait, tout simplement. Ensuite, il est moulu, comme on est en train de le voir là devant nous d'ailleurs, regardez. Donc
Donc là, il est en train d'être moulu. Et donc ensuite, on va le déguster pour le manger. Voilà, aussi simple que ça, je vous dirais s'il est bon. C'est très intéressant, il a expliqué que les cafés qu'on boit nous en général, il n'y a pas beaucoup de caféine. Pourquoi? Parce que l'eau est très peu en contact avec le café, du moins très peu de temps, quelques secondes en fait. Et il dit là, dans celui qu'il est en train de faire, il y a beaucoup de caféine. Il a dit, je te garantis, tu le bois, tu peux aller faire un marathon et tu n'auras pas besoin d'en boire plus, parce que l'eau reste en contact du café longtemps, pendant plusieurs dizaines de minutes parfois, ce qui fait qu'en fait c'est extrêmement caféiné, et donc ça te donne un énorme coup de pied au cul, quoi. T'as pas besoin d'en boire 40, comme on fait parfois la plupart du temps. Moi je sais que mon père il s'amusait à en boire 10 dans la journée. Tu bois 10 cafés là comme il a montré, tu dors pas pendant 3 jours je pense. Ok les gars, j'ai mis la main sur le café de la mort qui tue. Let's go. Verdict. Ça sent bon, ça sent très bon. Alors, il explique aussi qu'en Colombie, ils aiment beaucoup le café à l'eau. Ils le boivent comme du thé en fait. Nous en Europe, on aime le café fort, amer, hardcore, tu vois. Moi j'aime beaucoup d'ailleurs les expressos, parfois même double expresso parce que j'aime quand ça t'arrache, tu vois. Là on va goûter. Il y a pas mal d'eau quand même. C'est marrant. C'est marrant, il a un goût très particulier. Il est très bon. Il est bon. Hein. Ouais, léger. Ouais, c'est ça, il est léger. Par contre, la caféine, ouais. Ça a l'air caféiné. Ok les gars, on est le lendemain de notre départ de Pereira, donc la vallée du café. On est arrivé hier à Medellín. Regardez les grandes tours. Je ne sais pas si on les voit là. Les grandes tours de Medellín. Bref, on est arrivé en ville. Hier, le voyage était assez long. On a fait 6 heures de route. Le vlog se termine ici. Il va y avoir un prochain vlog normalement ici sur Medellín. C'était vraiment pas facile à filmer comme vlog. Pourquoi? Parce que je commençais à travailler très tôt le matin. Parfois, je me tapais 6-7 heures parfois d'appels, de meetings, etc. Donc derrière l'après-midi pour avoir l'énergie pour filmer, vous raconter, vous expliquer des choses, etc. C'était parfois compliqué. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. J'ai essayé de vous montrer un maximum des différentes parties de la Colombie. On n'a pas fini encore une fois parce qu'ici à Medellín, c'est vraiment très européanisé. Vous allez voir, je vais vous filmer pas mal de choses. On risque de faire des trucs assez cool. On va aller aussi visiter mon appartement dans lequel j'ai investi. Ça va être très stylé. Donc voilà, le vlog sur la vallée du café, la vallée des palmiers, etc. est terminé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Val. Ciao, ciao.